Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième partie du cours de pesticides, en fait, chapitre 7, la stratégie de la lutte intégrée. Donc, la semaine passée, j'ai fait la première partie qui était l'identification et la prévention. On se souvient que la prévention, c'est le plus important de toute la stratégie de la lutte intégrée. Puis aujourd'hui, c'est pas bien compliqué. Au menu, on va faire la partie 3, 4, 5, c'est-à-dire le seuil d'intervention, l'intervention et puis l'analyse à la fin. Donc on va grosso modo pas mal terminer le chapitre 7, qui est un des gros chapitres à l'examen. Donc aussi même stratégie que la dernière fois, il y a le petit vidéo aussi que vous voyez. Puis je vais faire un caout avec quelques questions. Donc si vous voulez m'écrire quand vous aurez visionné la vidéo, faites le caout. En fait, je vois aussi c'est qui a fait le caout, mais moi ça me permet de prendre des notes. Puis ça se peut qu'éventuellement, au retour en classe, ceux qui ont fait les petits travaux à la maison, en tout cas, c'est pas sûr, mais il y a peut-être des possibilités d'accélérer le reste de la formation. Ça, je mets pas ma main au feu, mais en tout cas, ça a été parlé entre professeur, direction et grande direction. Donc, ça se peut. Je dis ça de même, mais prenez pas ça pour du cash. Donc, écoutez, je commence tout de suite. Je ne vais pas trop m'attarder. Donc, c'est ça, on a vu identification, prévention. Là, on est rendu au seuil d'intervention. C'est la troisième étape de la stratégie de la lutte intégrée. Donc là, on a fait de la prévention. On a regardé c'est quoi les possibles problèmes qu'on avait. Maintenant, le seuil d'intervention, en fait, ça rime avec un seuil de tolérance. C'est vraiment si on a un seuil de tolérance plus bas, ça veut dire que si on dépasse notre seuil de tolérance, c'est là qu'on va passer à l'étape 4 qui est à l'intervention. Puis si on n'a pas atteint notre seuil de tolérance, ben, on redescend à l'étape 2 qui est la prévention. Donc, je donne comme exemple, si j'ai 4-5 pissenlits sur mon terrain, ben, moi, mon seuil de tolérance, il n'est pas atteint, fait que je peux laisser ça aller tout simplement puis continuer à faire la prévention. Mais si j'ai 200 pissenlits sur mon terrain, ben là, j'ai possiblement atteint mon seuil de tolérance, fait que là, je passerai à l'étape 4 qui est l'intervention. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Seule intervention, ça rime aussi avec un peu le dépistage. Fait que pour dépister, c'est pas compliqué. Souvent, c'est soit des inspections visuelles ou il peut y avoir des pièges. Donc, j'ai quelques petits insectes pour inspection visuelle. C'est sûr que toutes les mauvaises herbes, c'est inspection visuelle. On ne fait pas des pièges à plantain. Mais pour les insectes ravageurs, il y a des inspections visuelles puis des pièges. Donc, en fait, c'est pas compliqué. J'en passe quelques-uns rapidement. Vous en connaissez une bonne partie, mais vous avez fait le cours de problèmes phyto. Donc, les tétraniques, en fait, les acariens, on voit surtout ça à l'intérieur. Il va y avoir des toiles qui vont se créer sur les feuilles. Puis les feuilles vont jaunir aussi. Donc, comme c'est des piqueurs suceurs, les feuilles vont jaunir. Les cochenilles, c'est simple, ça fait des mousses blanches, super simple à regarder. Vert blanc, donc le vert blanc qui est sur le gazon à l'extérieur, ça, ben, tout simplement, inspection visuelle, c'est regarder sous la pelouse. Donc vraiment aller fouiller en dessous des brins de pelouse. On va finir par voir des vers blancs qui sont à peu près gros comme un 25 cents. La punaise des céréales aussi, qui est un insecte ravageur du gazon. Ça, c'est comparativement au ver blanc qui est un broyeur, lui qui mange les racines, qui mange les brins de gazon. La punaise des céréales, c'est un piqueur suceur. Donc, pique la plante, suce la sève, le gazon devient jaune. Fait que quand on voit des taches jaunes de gazon, euh, c'est très possiblement des punaises de céréales. Faites attention, ceux qui ont des chiens aussi, c'est possiblement juste le chien qui va pisser sur votre gazon. Donc, punaises de céréales, des grandes taches de gazon, surtout quand dans les moments de sécheresse, c'est là que ça devient, ça se reproduit super rapidement. Donc, ça, c'est punaises de céréales. Donc, petite inspection visuelle. Il y a aussi des pièges. Donc, punaises de céréales, comme je disais, on peut faire une inspection visuelle. Il y a des pièges pour ça. C'est un piège à flottaison. Ça peut paraître bête, mais ça fonctionne super bien. Donc, on va sur une tache de gazon jaunie. Euh, un piège à flottaison, en fait, on prend une canne de conserve tout simplement. On ouvre en bas, on ouvre en haut. On plante à moitié dans la terre, dans le gazon. Puis on remplit la partie à l'extérieur d'eau. Puis vous allez voir bien rapidement, s'il y a des punaises de céréales, ils vont se mettre à flotter sur l'eau. Donc c'est bête, mais ça fonctionne assez bien. Puis on peut voir si, au crime, il y a beaucoup de punaises là, je vais faire un traitement, je vais aller à l'intervention ou je vais revenir à la prévention. Donc piège flottant,
ça fonctionne assez bien, c'est assez simple à faire. Les cyarides, les petites mouches des terreaux qu'il y a sur la plante intérieure, une façon de les dépister, c'est les pièges collants jaunes. Vous les avez vus dans les serres, les pièges collants jaunes. En fait, ça, il y en a souvent qui disent ça, c'est une façon d'intervention, le piège collant. C'est vraiment juste un dépistage parce que si une plante a plein de cyarides, on met le petit piège collant, on revient quelques jours après, il y a des cyarides sur le piège. Ça ne va pas toutes les tuer. Ils vont aller se coller là, mais la colonie de cyarides va continuer à vivre. Donc, c'est vraiment un dépistage. Donc, si on voit qu'il y a après une semaine, 4-5 cyarides sur le piège collant, bon, il y en a juste 4-5, c'est pas beaucoup. On peut laisser ça. On peut tout simplement retourner à la prévention. Mais si on voit qu'il y en a 50 de chaque bord, c'est quasiment noir au complet, ben là, ça vaut la peine d'aller à l'étape 4 de l'intervention. Donc, ça, c'était un piège pour les cyarides. Les hannetons, le hanneton qui est l'adulte du ver blanc, ça, on peut utiliser des pièges lumineux. Fait qu'en fait, un piège lumineux, c'est comme une cage à crabe. Une cage à crabe, dans le fond de l'eau, il y a une espèce d'appât dans la cage. Le crabe, il rentre dans la cage, puis il ne peut pas ressortir. Ben, piège lumineux, c'est sensiblement la même chose. À la place d'un appât, c'est une lumière. Donc, le hanneton, lui, il veut aller vers la lumière, il rentre dans le piège, puis il n'est pas capable de ressortir. Donc, on peut voir après quelques nuits, on a comment d'hannetons qui sont là. Donc, ça, c'est un piège lumineux. On est encore dans le dépistage, un peu le seuil d'intervention, la troisième étape. Puis, dernier petit exemple que je vous donne, c'est le scarabée japonais, qu'on a quand même certains problèmes à Québec avec ça. On utilise un piège à phéromones. Donc, c'est comme, en fait, c'est la même chose qu'une cage à crabe, sauf qu'à la place d'un appât, c'est des phéromones de scarabée japonais femelle. Donc, on met comme des hormones là, des senteurs, puis tous les scarabées japonais mâles s'en vont dans la cage, ne sont pas capables de ressortir, puis on est capable de compter. Bon, on ne tue rien qu'un, c'est pas la fin du monde, on en a tue 35 après une nuit, oups, on va faire de quoi. Donc, scarabée japonais, c'est le piège à phéromones, c'est des petites façons de dépistage. Donc, c'est aussi simple que ça, l'étape du dépistage. Je passe rapidement à l'intervention. L'intervention, on va toujours vouloir y aller avec le moins dangereux en premier. Donc, il y a trois méthodes d'intervention. Il y a la lutte mécanique, la lutte biologique, puis la lutte chimique avec des pesticides. Donc, la lutte mécanique, c'est celle qui va coûter souvent le moins cher. C'est celle qui est le moins dommageable pour notre santé ou pour l'environnement. Donc, lutte mécanique, si je prends pour exemple les mauvaises herbes, lutte mécanique, on peut tout simplement arracher des mauvaises herbes à la main. Là, en ce moment, on est quoi, début mai? Moi, les fleurs de tussilage pas d'âne chez nous sont en train de sortir. Les petites fleurs jaunes qui sortent avant la feuille du tussilage, ben moi, en ce moment, je les arrache à la main, ces fleurs-là, pour pas que ça répande ses graines. Donc, arracher à la main, sarcler, biner, vraiment mécaniquement, avec une binette hollandaise, couper les racines de la mauvaise herbe. Donc ça, c'est la lutte mécanique pour les mauvaises herbes. Lutte mécanique pour des maladies, ça peut être couper une branche infestée. Donc, on regarde, je sais pas, les nodules noirs sur des pruniers. Il y a juste une branche infestée. On peut couper cette branche-là avant que ça l'infeste. Tout le reste de l'arbre. On peut aussi tout simplement, maladie, abattre l'arbre au complet pour pas que ça se transmette à d'autres arbres à côté. Donc, abattage de l'arbre, couper la branche infestée, enlever les feuilles aussi. Exemple, si on a du mildiou dans notre potager, tu enlèves les feuilles, tu enlèves les tiges, tu coupes les tiges qui sont touchées par le mildiou. Donc, avant d'utiliser un fongicide, donc le mildiou, c'est un champignon, on va couper ce qui est attaqué pour pas que les spores se promènent et que ça l'attaque d'autres parties de la plante. Donc, c'est la lutte mécanique pour les maladies. Puis la lutte mécanique pour les insectes, en fait, première chose, on peut écraser l'insecte. Moi, j'ai toujours comme exemple le cryocère du lys. Ça mange juste le lys. C'est un broyeur qui va juste sur le lys. Fait que quand on en a sur notre lys à l'été, on peut tout simplement les écraser. Ça crunch, mais c'est une façon, mécanique de s'en débarrasser. On peut tailler l'infestation. Moi, j'ai souvent comme exemple, si on a une plante d'intérieur avec une infestation de cochenille à la tête de la plante, à la place de traiter ça, on peut commencer par couper la tête, on enlève une partie de l'infestation. Puis ça, c'est une lutte mécanique finalement.
Puis on peut aussi arroser la plante avec un jet. Tu sais, si on a des acariens sur un panier, on met ça dehors, on pogne le boyau, on arrose ça à chaque jour pendant une semaine ou deux. Le feuillage, les acariens vont tomber. Même chose pour des pucerons. Ils vont tomber à terre. Ils n'auront pas nécessairement la force, les réserves pour remonter en haut complètement. Donc, c'est toutes des façons de lutter mécaniquement contre des ravageurs, ça. Donc, j'avais dit mécanique, bio, et puis la lutte chimique à la fin. Excusez, j'ai comme un 2 3 je voulais pas, je vous envoie pas chier, gang. Donc, lutte bio, en fait, c'est pas compliqué. On utilise un organisme vivant pour contrôler un organisme nuisible. Donc, ça, on en met pas mal dans les serres. En fait, c'est quand on insère quelque chose de vivant qui va contrôler autre chose de vivant. Donc, dans les serres, on utilise beaucoup de prédateurs, beaucoup de parasitoïdes. Donc, les prédateurs, c'est un petit insecte qui. Excusez, mon chat veut rentrer dans le bureau. Le prédateur, c'est un petit insecte qui va manger un autre insecte. Donc, exemple, des coccinelles dans la vie de tous les jours, c'est des prédateurs. Attendez, là, c'est parce que mon chat, il a la litière est dans le bureau ici. Attends, je vais refermer la porte par exemple, parce que mon petit gars est dehors. Ah, regardez, voici mon chat. Tout, tout, tout. Ok, excusez pour ce petite pause. Donc, c'est ça. Des coccinelles, ça mange, exemple, des pucerons. Donc, c'est des prédateurs des pucerons. Donc, ça, on peut en insérer dans des cultures, dans des atriums, dans des serres, comme on fait à l'école à Ferbourg. Les parasitoïdes, en fait, ce que ça fait, c'est que c'est un organisme qui complète son cycle vital à l'intérieur d'une proie. Fait que ça pond ses œufs à l'intérieur d'un insecte ravageur. Ça se développe là-dedans, puis quand c'est prêt, quand ça devient son cycle est complété, ça va ressortir. Comme le film Alien. Moi, je le compare toujours au film Alien. Dans le film Alien, le gros alien, il pond dans l'humain, ça se développe, puis quand c'est prêt à sortir, ça sort. C'est exactement un parasitoïde, ça. Donc, on a d'insert aussi, on voyait souvent des pucerons qui étaient parasités. C'est comme ça que ça fait. Une fois que ça ressort, ça va s'accoupler, ça va repondre dans d'autres ravageurs. J'ai un exemple en fait de ça, qu'on utilise la lutte bio à l'extérieur. On a eu beaucoup de problèmes au Québec avec la mouche de l'oignon. Donc, dans les champs d'oignons, il y avait beaucoup de problèmes. La mouche de l'oignon, c'est un broyeur, ça mangeait les oignons, c'était plus vendable. Ce qu'on a trouvé qu'on pouvait faire, c'est qu'on a rendu des mâles de la mouche de l'oignon stérile. Donc, on a comme inséré des mâles stériles dans des champs d'oignons. Donc, les mâles stériles, ils s'accouplaient avec les femelles normales. Ça faisait des œufs stériles, donc des œufs qui éclosaient pas finalement. Puis au bout de 2-3 ans, donc les producteurs achetaient des mâles stériles d'un laboratoire, des mâles de mouches de l'oignon. Après 2-3 ans, ils voyaient vraiment la population qui crashait, donc il n'y avait quasiment plus de mouches de l'oignon. Ils n'étaient pas obligés d'utiliser des pesticides pour traiter leurs oignons. Donc, à moindre coût, puis moindre coût pour la biodiversité, réussissaient à se débarrasser de leurs mouches de l'oignon. Donc, ça, c'était de la lutte biologique, finalement. Et dernière chose, ce qu'on pense souvent, en fait, c'est la lutte avec des pesticides. Dans le cours, c'est le cours de pesticides, donc on va parler de pesticides, c'est sûr. Donc, c'est la dernière chose à faire, les pesticides. Puis un peu quand on parlait au début du cours, quand je vous avais parlé des pesticides naturels, inorganiques, biologiques, synthèse, encore là, on essaye d'y aller. On commence avec les pesticides naturels. Donc, naturels et inorganiques, on les met ensemble. Après ça, biologique, après ça, de synthèse. Donc, les pesticides naturels, souvent, en fait, ça provient de la nature. Donc, souvent, exemple d'un arbre qui développe, l'arbre, il produit de la pyrétrine. On s'est rendu compte de ça, là, mais on est allé chercher la pyrétrine, puis on a fait des insecticides. Donc, pesticides naturels, ça vient de la nature. Pesticides inorganiques, en fait, c'est exemple du soufre, du cuivre. Donc, la bouillie soufrée, c'est un pesticide inorganique. La terre diatomée, c'est un pesticide inorganique. Fait que ça, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Donc, c'est dangereux quand même. Dans vos notes, ceux qui ont vos notes peuvent regarder. À la fin, il y a comme un petit serpent qui ça dit ouais, mais tu sais,
un serpent, le venin d'un serpent, c'est naturel, mais c'est dangereux pareil. Ben, même chose avec les pesticides naturels, c'est dangereux quand même. Les biopesticides, en fait, c'est composé de micro-organismes. Donc, souvent, on peut voir comme exemple des bactéries. Moi, celui que j'utilise chez Folio Design, c'est du Success. Donc, c'est une bactérie qui attaque les insectes ravageurs. On connaît très bien le BT, en fait, qui est une bactérie qui attaque les larves et les œufs de mouches. Donc, exemple, la tordeuse des bourgeons d'épinette dans les années 90, on a vraiment utilisé le BTK, qui est une variété de BT, pour qu'il puisse, en fond, attaquer. C'est une bactérie qui attaquait les larves des tordeuses des bourgeons d'épinette. On a réussi à descendre pas mal la population. Puis le dernier pesticide qu'on utilise en dernier, c'est le pesticide de synthèse. En fait, c'est celui créé en laboratoire. C'est tout ce qui est les permétrines, les carbamates. Je parle d'ingrédients actifs là. Le Roundup, ça fait partie de ça. C'est créé en laboratoire. Donc souvent, nos clients veulent qu'on utilise tout de suite celui-là ici, donc le pesticide de synthèse. Donc avant le pesticide de synthèse, on a les pesticides bio, les pesticides naturels et inorganiques. On a la lutte biologique, puis la lutte mécanique. Puis avant ça, ben, il y a la prévention. T'sais, avant qu'on soit rendu ici, on a un bon chemin à faire. Donc, je fais une petite récapitulation bien rapide de ce chapitre-là. Un insecticide, il faut que ça soit appliqué sur les larves de l'insecte ou sur l'insecte lui-même, pas les œufs. Souvent, les œufs, ça ne fera absolument rien. Il faudrait utiliser un ovicide qui est contre les œufs. Donc, il faut qu'on applique sur les larves et sur les insectes, idéalement. On n'utilise pas d'insecticide en prévention parce que ça peut créer une résistance. Donc, l'insecticide, c'est pas en prévention. Il faut que l'insecte soit là pour qu'on dise, OK, je vais utiliser l'insecticide. On ne dit pas, ah, peut-être qu'il y en a, je vais en shooter pareil. On peut créer des problèmes à long terme. Les fongicides, eux, on peut les créer, on peut les utiliser en prévention, ça, il n'y a pas de problème. Puis les herbicides, la façon de les utiliser, idéalement pour éradiquer le plus de mauvaises herbes, il faut que les mauvaises herbes soient à peu près de 3 à 5 feuilles. Donc, il ne faut pas que notre plantain ou notre silage, ça soit vraiment rendu un bosquet, parce que là, il va y avoir beaucoup de réserves, ça va être dur de se débarrasser. Donc, idéalement, c'est 3 à 5 feuilles, la mauvaise herbe. Idéalement aussi, c'est pas après une tonte. Fait que, c'est pas je vais tondre mon gazon, après ça je vais appliquer un pesticide. Non, parce qu'il y a moins de surface de contact. Donc, si j'ai, par exemple, mes gazons de même avec mes mauvaises herbes, puis je viens tondre ça ici, ben finalement, j'ai pas beaucoup de surface de contact pour toucher la mauvaise herbe. Donc, on est mieux d'appliquer avant de tondre. Puis, on n'applique pas à l'automne parce qu'à l'automne, les graines finalement sont relâchées sur notre terrain. Fait que ça sert à rien. On va travailler dans le beurre, ça va revenir inouï au printemps. Donc, c'est une petite récapitulation. Puis la cinquième étape, en fait, de la lutte de la stratégie intégrée, c'est pas bien compliqué, c'est l'analyse. Excusez, donc l'analyse, on fait un registre. Ça vaut la peine, année après année, de dire c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que vous avez traité, quand vous avez traité, quel produit, quelle mauvaise herbe a été traitée, à quel moment ça sort. Tu sais, moi, je donne toujours comme exemple, là, c'est le printemps, pas mal toutes les mauvaises herbes vont sortir, mais le plantain, lui, il sort plus tard dans l'année. Fait que là, si on traite pour, je sais pas moi, le pissenlit, le tussilage, le lierre terrestre, puis whatever, autre mauvaise herbe, la renouille japonaise, puis le plantain. En ce moment, le plantain n'est pas encore sorti, fait qu'on traite dans le beurre. Lui, il sort plus tard à l'année. Donc, si vous tenez votre registre, à chaque année, vous allez pouvoir voir, ah oui, ok, on arrive, je sais pas, plus au mois de juillet. Oh, c'est là que le plantain, normalement, l'an passé a sorti. Je vais le checker, là, comme ça, je vais pouvoir, dès qu'il est à 3 à 5 feuilles, pouvoir aller le traiter si vous avez à traiter. Donc, quoi vous traitez, quand, avec quoi. Ah, une année, j'ai utilisé tel pesticide, ça n'a pas trop bien marché. Je n'ai essayé un autre, ça a super bien marché. Lui, je n'ai mis telle quantité, c'était pile en masse. Comme ça, vous allez savoir l'an prochain, hey, j'avais fait, c'était quoi déjà ma quantité pour tout tel terrain? Tu sais, j'avais fait combien de quantité dans mon réservoir? Ah, ok, j'avais fait 8 litres, puis c'était en masse. Bingo! Puis 8 litres, je n'avais manqué, j'avais été obligé d'en faire. Ben, j'en faire 10 litres tout de suite. Tu sais. Fait que faites-vous un registre si vous savez que vous allez traiter année après année. Puis après quelques années, vous allez voir, ça va vous donner pas mal de chances pour mieux faire votre travail. Donc, c'était tout simplement ça, une petite capsule d'une vingtaine de minutes. Donc, en 20 minutes, j'ai résumé grossièrement un 3 heures de théorie.
C'est sûr que là, j'ai coupé les coins pas mal ronds. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, je vous envoie le lien du Kahoot. Puis, c'est ça. En fait, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc, sur ce, et n'oubliez pas aussi de m'écrire quand vous l'aurez fait. Écrivez-moi, dites ah, je l'ai fait, bonne journée. Puis, mais pas obligé de me dire bonne journée, ça vous tente pas. Comme ça, moi, ça me permet de prendre des notes. Puis, c'est ça. Merci, au revoir.